Bonjour Rose. Allô? Et je suis ravie qu'on puisse faire cette rencontre ensemble aujourd'hui. On Moi va aussi. parler d'un sujet qui te tient à cœur, qui est vraiment au cœur de ce que tu fais tous les jours, qui est vraiment ta passion en orthophonie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? C'est quoi le sujet du jour? Oui, donc aujourd'hui, ça va être de discuter des services qu'on offre à la clientèle adulte en orthophonie. Donc, c'est vraiment une clientèle qui est souvent méconnue, mais qui mérite d'être mise de l'avant parce que les besoins sont là tout autant que l'orthophonie à l'enfance. Mais c'est vrai, hein, souvent quand on entend orthophonie, je pense que les gens pensent tout de suite à ce qu'on peut faire avec la clientèle pédiatrique, mais effectivement, il y a tout un pan de l'orthophonie qui concerne les jeunes et les moins jeunes adultes. Ouais. Pour commencer, j'ai envie qu'on dégrossisse un petit peu le sujet. Est-ce que tu peux nous parler des services qu'on peut donner aux adultes en orthophonie, puis aussi plus spécifiquement aux services que toi tu donnes aux adultes? Ouais. Donc, les services qu'on offre à l'adulte, en général, c'est assez varié. Donc, on peut intervenir en fluidité de la parole, en tome, Les en langage. troubles orofaciaux myofonctionnels, ouais. Exactement, exactement. En langage oral et écrit, en voix, en harmonisation vocale. Donc, ça, c'est la féminisation ou la masculinisation de la voix en contexte de transition de genre. On peut aussi travailler en réadaptation de la communication post-AVC, en contexte de maladies neurodégénératives ou à la suite d'une commotion cérébrale. Moi, plus spécifiquement à la clinique, j'offre les services en voix, en harmonisation vocale, en réadaptation post-AVC, en contexte de maladies neurodégénératives, en contexte de post-commotion cérébrale, puis aussi en langage oral et écrit. Puis dans le futur, j'aimerais beaucoup ça, être formée pour pouvoir offrir les services en com. Donc, ça reste à suivre, mais voilà. Ouais, moi, je trouve ça fascinant, là, ce que tu peux donner comme service à l'adulte, parce Ouais. qu'effectivement, il y a une richesse qu'on connaît pas nécessairement, mais c'est très, très complet, finalement, les services qu'on peut donner aux adultes. Euh, Rose, parle-moi un petit peu de ton parcours, parce que là, quand on arrive en orthophonie, on s'attend à travailler plutôt avec des enfants, éventuellement des adolescents, mais on pense honnêtement assez peu aux services qu'on peut donner aux adultes. Ça a Ouais. été quoi ton cheminement à toi pour arriver vers les services à l'adulte? Oui, donc ben, avant de faire la maîtrise en orthophonie, j'ai fait un baccalauréat en sciences biomédicales, où est-ce que mon principal intérêt de recherche, c'était les maladies, c'était les neurosciences, donc l'étude des maladies neurologiques et autres. Donc, je suis arrivée avec à la maîtrise en orthophonie avec ce fort intérêt-là pour la neuroscience, les maladies neurologiques. Donc, c'est pour ça que les cours qui m'ont le plus marqué à la maîtrise, c'est ceux où est-ce qu'on étudiait les troubles acquis, donc en lien avec ces maladies-là. Donc, c'est une des premières raisons qui m'a poussée à offrir les services à l'adulte. Aussi, j'ai voulu offrir les services à l'adulte à la clinique euh, pour me donner le défi personnel et professionnel de déployer ces services-là qui étaient moins donnés auparavant. Donc, c'est une deuxième raison. Puis aussi pour tout ce qui est j'adore créer des liens avec mes patients. Puis je trouve qu'à l'adulte, c'est encore plus gratifiant. Tu peux voir vraiment leur évolution de leur difficulté vers la, l'accès à leur potentiel d'avant. Pas toujours de la même façon, il y a des compensations qui existent, mais c'est de voir cette fierté-là que les personnes ont de retrouver des capacités qu'ils avaient avant la survenue d'un quelconque événement neurologique ou autre. Puis de voir leur fierté dans leurs yeux quand ils franchissent des pas dans l'intervention, ça, c'est vraiment ce qui me motive le plus, je dirais. Ouais, c'est vraiment fascinant là, les interventions que tu peux faire avec les adultes parce que c'est des gens qui arrivent déjà avec un bagage, avec Ouais. une histoire de vie, beaucoup d'émotions qui sont reliées à tout ça. C'est vraiment intéressant. Toi, sur le terrain, quelle différence tu vois entre l'orthophonie pour les enfants puis l'orthophonie pour les adultes concrètement? Une première différence que je vois, c'est que, bon, en orthophonie pédiatrique, ce qui va être beaucoup utilisé en thérapie, c'est le jeu. Donc, l'apprentissage par le jeu, travailler les objectifs par le jeu. À l'adulte,
on va pas vraiment utiliser les jeux, on va plutôt avoir, mais moi personnellement, je vais avoir une visée fonctionnelle. Donc, de m'assurer que les objectifs qu'on travaille vont s'appliquer directement dans la vie de tous les jours de la personne euh, pour pallier des difficultés langagières ou de communication que la personne vit. Ça va se faire aussi à l'enfance. Évidemment, on va vouloir que ce qu'on travaille soit utile à l'enfant dans sa vie de tous les jours, mais je trouve que c'est d'autant plus central dans l'orthophonie auprès de la clientèle adulte. Puis aussi, une autre différence que je vois, c'est en orthophonie pédiatrique, il y a surtout une visée développementale, donc de soutenir l'enfant vers d'assurer un développement adéquat de son langage, de sa communication, malgré des difficultés. Alors qu'à l'adulte, on travaille avec des personnes, comme tu l'as mentionné tantôt, qui ont déjà eu les capacités d'avoir une communication, des habiletés de langage satisfaisantes, qu'ils ont perdu, que certaines choses sont devenues plus difficiles à la suite d'une maladie ou d'un AVC, par exemple. Donc, c'est ça, c'est de retrouver quelque chose qu'il y avait déjà auparavant. Donc, ça, c'est une deuxième grosse différence que je vois. Ouais, c'est un cheminement qui est vraiment pas le même, c'est vraiment intéressant. Dans les différents services dont tu nous as parlé, il y a les services en voix. Puis toi, à la clinique, tu donnes des services en ligne, mais aussi en présentiel, mais majoritairement en ligne, à distance, on peut dire aussi en télépratique ou en téléorthophonie. Puis je pense que dans la tête des gens, ça peut être un peu étrange de se dire qu'une orthophoniste intervient à distance pour de la voix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des services en voix, en quoi ça consiste en général, pour qui c'est, et puis aussi plus spécifiquement, comment est-ce qu'on fait de l'orthophonie en voix à distance? Oui, donc les services en voix, de manière générale, c'est d'aider, mais ça s'adresse à toute personne pour qui la production de la voix, c'est un défi. Donc, ils peuvent avoir des plaintes, par exemple, ils ont l'impression de devoir forcer au moment de produire la voix. Ils ont l'impression que leur voix est comme fatiguée, tu sais. Ils peuvent aussi avoir eu des épisodes de perte de voix. Ils peuvent aussi avoir remarqué un changement au niveau de la qualité de leur voix. Donc, certaines personnes peuvent remarquer, ah, ma voix est rendue rauque, puis elle n'a jamais été rauque auparavant. Donc, ça, c'est toutes des plaintes qu'on reçoit des clients qu'on voit en voix en orthophonie. Puis, concrètement, mon travail, ça va être de travailler sur, OK, c'est quoi qui peut avoir causé ces difficultés-là au moment de produire la voix. Donc, ça va être vraiment de cibler, OK, qu'est-ce qui peut avoir, je me répète, mais qu'est-ce qui peut avoir contribué à cette plainte-là, puis à cette difficulté-là à produire la voix. De manière générale, on va intervenir sur deux volets. Donc, le volet des habitudes vocales, donc tout ce qui est d'assurer d'avoir une bonne hydratation pour avoir des cordes vocales bien hydratées, aussi une bonne posture, une bonne respiration, tout ce qui est les éléments autour de la voix. Puis un deuxième volet, ça va être de travailler spécifiquement des exercices vocaux pour travailler sur la technique vocale plus précisément. Donc, c'est la première partie de la réponse. Tu me dis si que je rajoute quelque chose? Oui, non, mais t'es un peu comme une coach finalement de tes exactement. patients. Voilà. C'est là que je m'en allais. Merci de. Donc, j'interviens avec ces personnes-là, avec les chanteurs, des enseignants, des personnes qui utilisent leur voix de façon professionnelle, donc ce sont des utilisateurs professionnels de la voix, puis qui peuvent avoir des plaintes, comme j'ai mentionné plus tôt. Donc, c'est ça. Avec ces personnes-là, je leur transmets des connaissances, je leur transmets des exercices, des conseils pour améliorer leur respiration, leur posture, diminuer les tensions, etc. Puis aussi pour améliorer leur technique vocale. Mais tout comme un physio, s'ils ne font pas les exercices chez eux, mon travail ne portera pas les fruits comme ils pourraient le faire. Donc, c'est pour ça que j'agis, oui, à titre de coach. Donc, je transmets mes connaissances, j'adapte le tout à leurs besoins, à leur réalité de vie. Puis, c'est ça, je m'assure qu'il y ait du progrès, qu'ils réalisent bien l'exercice à la maison. Au besoin, je
je rajoute des conseils, des explications pour aller plus loin. Et au besoin, j'ajuste pour rendre la charge de travail moins importante. Parce que oui, l'orthophonie en voix, ça demande de prendre le temps d'appliquer ce qui est vu en thérapie. Mais en étant une bonne coach, je rends mes patients comme leur propre orthophoniste. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui résume ce que j'avais à dire par rapport à ça. Puis en voix, dans les services que tu donnes, est-ce que tu agis en complémentarité avec les médecins ORL? Comment est-ce que ça se passe? Oui. En fait, le médecin ORL, c'est lui qui, via l'examen des cordes vocales, via une caméra qu'on insère par le nez, va pouvoir voir les cordes vocales et diagnostiquer la présence d'une affection aux cordes vocales. Donc, évidemment, le médecin me permet de savoir, OK, il se passe X choses au niveau des cordes vocales. OK, ben, ça explique plusieurs choses que je n'aurais pas pu savoir sans avoir eu l'image. Ben, moi, je vois pas l'image. J'ai le diagnostic, mais ce diagnostic-là va permettre d'ajuster mon intervention, puis de mieux comprendre aussi l'origine de la plainte de la personne pour que mon intervention soit appropriée au problème qui va avoir été vu par l'ORL. Oui, donc toi, ça t'aide de pouvoir être en lien Oui. effectivement avec l'ORL à tout moment, j'imagine, de l'évaluation Mm-hmm. ou de l'intervention. Il y a des allers-retours, j'imagine, entre vous. Ouais. Puis, tu sais, moi, souvent, j'ai besoin du rapport de l'ORL. Donc, d'habitude, les clients qui me consultent ont déjà vu leur ORL, puis me consultent sous référence ou sous recommandation de leur médecin ORL. Donc, ils ont déjà en main le diagnostic fait par le médecin. Moi, je vois ça, je fais OK, on part de cette information-là, puis je construis là-dessus. Puis, ça permet d'expliquer aussi ce que moi, je récolte euh, en, dans mon évaluation que je fais. En téléorthophonie, mais aussi en vrai. Oui, puis donc, le travail que tu fais en voix est vraiment très, très diversifié parce que tu peux aller intervenir à plein, plein de niveaux de la Ouais. voix, puis dans différents parcours de vie aussi. Tu travailles notamment beaucoup avec les personnes de la communauté trans et non-binaire. On sait que c'est une communauté qui a particulièrement besoin d'avoir un cadre sécurisant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu mets en place pour que tes rencontres soient vraiment une safe place pour eux et pour tous tes clients habituels? Oui. Donc, ben, d'abord, je m'assure que le client puisse choisir une pièce dans son domicile où est-ce qu'il va se sentir à l'aise de réaliser les exercices, d'explorer sa voix. Ça s'applique même aussi quand je propose des exercices vocaux à ces patients-là, mais je leur dis, est-ce qu'il y a, c'est quoi que ça serait un bon moment pour toi pour pratiquer cet exercice-là? Ça, je pense notamment aux personnes qui sont en colocation. Des fois, ça peut rendre le tout plus compliqué. Ça peut expliquer aussi que certains clients ne se sentent pas à l'aise de pratiquer autant qu'ils pourraient. Donc, ça fait vraiment partie de le choix de l'endroit où on réalise non seulement mon intervention avec moi, mais la pratique des exercices à la maison aussi. Donc, le choix de, de où on réalise des exercices vocaux, l'exploration, c'est une première chose. Aussi, ben, évidemment, tout au long de mes communications avec les personnes, je m'assure d'utiliser les bons pronoms, le prénom choisi aussi. Puis, je mentionne dès le début que si je fais une erreur, je m'excuse, puis je me corrige et on poursuit la rencontre avec respect. Aussi, dans mes communications avec les personnes de cette clientèle, aussi dans les documents que je leur envoie, ben, je m'assure toujours d'utiliser un langage qui est inclusif pour que chaque personne se sente vraiment respectée dans son identité. Mm-hmm. Et puis en plus, tout ce qui a trait à la voix, à l'identité, à l'émotion, tout ça, c'est très relié. Et, merci de la douceur Mm-hmm. que tu insuffles à tous tes clients, et particulièrement effectivement à cette clientèle-là. Mm-hmm. J'aimerais ça maintenant que tu me donnes un exemple
concret, que ce soit en voix ou pas d'ailleurs, un exemple concret d'une progression que tu as pu voir chez un ou une patiente adulte. Est-ce que tu aurais un exemple en tête? Oui, j'en ai un. Ça fait un petit moment de ça. J'avais un client qui présentait une aphasie primaire progressive. Donc, une maladie qui est neurodégénérative. Oui, exactement. Je pense que c'était de type logopénique, si je ne me trompe pas. C'est un détail. Mais ce client-là me consultait puisque il y avait de plus en plus de difficultés à accéder aux mots qu'il voulait exprimer. Ça rendait vraiment la communication avec sa famille difficile. Et cet homme-là, c'était quelqu'un de proche avec sa famille. Il aimait ça. Les soirées en famille, ça faisait partie intégrante de sa vie, de tous les jours. Donc, le fait de devoir chercher ses mots, ça alourdissait vraiment son quotidien. Donc, évidemment, comme avec tous mes patients, j'ai vraiment été touchée par ce qu'il vivait, puis j'ai voulu l'aider. Donc, un des moyens que j'ai utilisé, c'est d'implanter un outil de communication simple, d'implanter un outil de communication simple, d'impliquer les proches de ce patient-là, pour que non seulement le client soit en mesure de l'utiliser, mais que ses proches aussi puissent l'utiliser eux aussi. Donc, après un certain nombre de semaines de pratique, d'ajustement de l'outil, etc., ben, le patient il m'est revenu, puis il me dit hey, j'ai eu une soirée avec ma famille, puis j'ai réussi à me faire comprendre. C'était le fun. Donc, de voir cette fierté-là, puis il était ému, là, le monsieur. Donc, de voir toutes ces belles émotions-là qui résultaient du fait que il a été capable de communiquer comme il voulait. Même avec un outil, il a été capable d'avoir une communication qui était satisfaisante. Puis, franchement, même si ça remonte à un certain temps, ça me marque encore aujourd'hui. Puis je souhaite reproduire le sentiment que ce monsieur-là a ressenti grâce à mon aide. Donc, ouais. Ouais, c'est moteur ça, hein, dans une vie professionnelle. Effectivement, Ouais. c'est des rencontres qui sont marquantes et qui nous rappellent pourquoi on fait ça là, à chaque jour. C'est merveilleux. Merci d'avoir partagé ça. Tu nous communiques très bien le sentiment que tu as pu ressentir à ce moment-là. Tu parles justement de cette personne-là, puis ça me fait penser au fait que toi, tu vois, entre autres, des aînés, tu vois des personnes âgées, tu vois, comme je le disais, majoritairement ta clientèle en ligne. Ça peut paraître un petit peu dichotomique pour beaucoup de gens de se dire, bon, des personnes âgées et la technologie, voilà, ça ne va pas nécessairement ensemble de prime abord dans nos têtes à tous. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui vont te dire non, l'utilisation de la technologie pour mon grand-père ou ma grand-mère, ça ne va pas le faire en orthophonie? Tu leur réponds quoi, toi? Ben, évidemment, c'est pas toutes les personnes âgées qui ont accès à la technologie d'abord ou qui se sentent à l'aise de l'utiliser. Fait à ces personnes-là, je réponds que je peux pas vous en tenir rigueur. C'est effectivement moins adapté pour les personnes âgées qui n'ont pas cette habileté-là ou cette confiance-là d'utiliser des outils technologiques. Logique, ouais. Par contre, de plus en plus, j'observe des personnes âgées qui utilisent couramment la technologie, donc que ce soit pour les courriels, que ce soit pour faire des recherches Internet, que ce soit pour communiquer avec leur famille via FaceTime ou autre. Donc, je vois ce mouvement-là que de plus en plus de personnes âgées utilisent la technologie. Donc, à ces personnes âgées, aux proches de ces personnes âgées-là, je dirais que l'orthophonie à distance est très accessible. Dans mon suivi avec ces personnes-là, j'utilise des outils simples pour réaliser les rencontres. Aussi, je demeure très disponible pour tout ce qui est problèmes techniques, du support pour accéder même à la rencontre. Donc, je me rends disponible pour justement que
la personne, malgré son âge, puisse accéder à la rencontre. Puis c'est ça, je m'assure que ça soit en toute simplicité. Puis aussi, un autre avantage de la téléorthophonie pour les personnes âgées, c'est non seulement le fait que ça leur permet de rester à leur domicile, donc d'éviter des déplacements qui peuvent être fatigants, stressants, puis plus difficiles aussi. Ça permet aussi d'avoir l'accès aux proches de la personne, les proches qui vont être, qui peuvent être essentiels au succès de mon intervention. Puis aussi, du fait qu'on est en téléorthophonie, on a accès à l'environnement de la personne. Puis ça, je tiens à le mentionner, l'environnement de la personne, on peut l'utiliser, et puis même c'est souvent utilisé en thérapie pour travailler les objectifs, donc d'avoir accès à ces informations-là précieuses qu'on peut plus difficilement avoir dans un bureau d'orthophoniste en n'ayant pas accès à l'environnement dans lequel la personne vit. Ça peut être difficile, mais c'est rendu possible grâce à la téléorthophonie qui peut avoir lieu au domicile de la personne. Puis, par rapport à l'orthophonie en neurologie, parce que là, tu me parles on se parle des personnes qui sont plus âgées. Donc, souvent, toi, ça va être les personnes que tu vois en neurologie adulte, et notamment les personnes qui ont une aphasie suite à un AVC. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel travail tu vas faire auprès de cette clientèle-là? Ouais. Donc, mon objectif, ça va être d'aider la personne à retrouver, dans la mesure du possible, ses habiletés de communication et de langage, puis aussi à développer des stratégies pour compenser des difficultés qui peuvent pas qui nécessitent une voie de contournement. Donc, concrètement, je travaille tout ça en travaillant la sphère expressive, donc tout ce qui est du langage oral et écrit. Et aussi, je travaille au niveau de la sphère réceptive, donc tout ce qui est de comprendre les mots et de comprendre les mots entendus, excuse-moi, et les mots qui sont écrits. Donc, l'objectif, c'est vraiment de soutenir la personne dans le fait de retrouver ses capacités ou de les compenser via des stratégies. Les proches sont vraiment importants parce que ça permet de faire le pont entre moi, ce que je fais avec les patients, puis la communication dans la vie de tous les jours pour poursuivre le travail qui est réalisé avec moi, en fait, en orthophonie plus individuellement. C'est pour ça que j'implique autant. Excuse-moi, tu inclus vraiment les proches aidants alors dans ce processus-là? Oui, oui. Pour justement qui agissent comme agent de facilitation du travail des objectifs que j'ai avec les personnes, puis pour qu'ils soient outillés eux aussi, parce que je veux pas, le patient va communiquer avec ses proches dans sa vie de tous les jours, donc je veux m'assurer qu'il soit en lien avec ce qui est travaillé, puis sache utiliser les outils et les stratégies que je propose. Puis, donc là, ma précédente question, c'était sur l'aphasie après un AVC. Oui. Est-ce que dans le cadre de maladies neurodégénératives type télédémence, type Alzheimer, ou dans le cadre d'une aphasie primaire progressive, par exemple, est-ce que ça va être le même type de travail que tu vas faire avec tes clients à ce moment-là? L'objectif va demeurer le même, ça va être vraiment d'aider la personne à retrouver une communication qui est satisfaisante, puis à compenser les difficultés par des stratégies ou des outils. À ça va se rajouter, de par le fait que c'est une maladie neurodégénérative, donc ça va continuer, les difficultés vont continuer de progresser. Donc c'est pour ça que à ça va se rajouter le fait de m'assurer que les proches et la personne comprennent bien la nature de la maladie puis les impacts que ça peut avoir sur le langage. Ça va être aussi, mon intervention va aussi s'assurer d'anticiper, ça peut être quoi les pertes à venir, puis de mettre en place dès le début des stratégies et des outils de communication que la personne va pouvoir utiliser. Alors, les mettre en place dès le début alors qu'elle a encore les habiletés pour faire des apprentissages, etc. Donc, ça, c'est une grosse différence avec
avec ta présente question, où est-ce qu'il faut anticiper les difficultés qui peuvent survenir pour rendre la personne et ses proches aptes à l'utilisation des outils, puis de toujours les adapter en fonction de la progression de la maladie. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que tu as vraiment un travail d'adaptation très fin. C'est vraiment du sur-mesure finalement que tu fais Exactement. pour chaque personne parce que les difficultés peuvent se présenter tellement sous diverses formes que toi, c'est vraiment du cas par cas, du sur-mesure que tu vas faire. En terminant, Rose, j'aimerais savoir comment est-ce que tu vois évoluer l'orthophonie pour les adultes dans le futur. Comment est-ce que tu vois ça là, pour l'avenir de cette clientèle-là en orthophonie? Là? Ben, tout d'abord, j'espère que les services auprès de cette clientèle-là vont avoir plus de visibilité. C'est non seulement en lien avec le vieillissement de la population, et de plus en plus de personnes vont appartenir à la clientèle adulte. Donc, c'est de rendre les services qui sont offerts plus visibles, qu'il y ait plus d'éducation qui soit faite pour informer les gens que, tu sais, ma, ma grand-mère a telle difficulté de langage. Ah, mais il y a un orthophoniste, un professionnel qui peut l'aider. Puis aussi, je vois plus de reconnaissance puis une plus grande place de l'orthophonie en général dans la prise en charge de la réadaptation d'une personne. Parce que souvent, oui, on pense à la physio, on pense à des domaines qui sont plus dans le dans des professions qui sont plus dans le domaine du concret, là. Donc réparer des blessures. Mais je trouve que la blessure du langage, c'est un gros mot qui joue beaucoup dans la santé d'une personne. Puis, la santé, c'est plus que l'absence de maladie. C'est la capacité de la personne à fonctionner dans son quotidien, à avoir un entourage, à avoir une vie sociale satisfaisante. Donc, vraiment, je trouve que l'orthophonie mérite d'être davantage reconnue, d'avoir plus sa place, d'apprendre aussi plus sa place à l'adulte, parce que les besoins sont là. Il manque juste à ce que la population soit plus informée, puis les services déployés. Oui, il y a de belles choses à faire en recherche et en clinique là, pour Ouais. les prochaines années, effectivement. Ouais. Plein de belles choses à faire pour aider la population adulte. Ouais. Merci Rose de ton temps, Merci à toi. de nous avoir partagé là, toute ton expérience, ta passion pour la clientèle adulte. Un gros merci pour ton temps. Je te dis bye bye et je vous dis bye bye à tous. Merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup. Bye bye.